Salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue donc pour avant de vous mettre l'épisode 13 sur le final de la série la saison l'été des super-héros. Je tiens juste à dire que j'ai pas eu le temps de faire la critique de l'épisode 8 de épisode 1 de la saison 8 de Doctor Who. Ça arrivera la semaine prochaine, je ferai épisode 1 et 2 en même temps. Et le truc c'est que dans l'épisode il y a plusieurs caméos de l'univers Doctor Who, des easter eggs. Et faudra celui qui les trouvera, enfin celui qui trouvera tous les easter eggs, aura le droit aura le droit de choisir le thème du prochain top 5 qui se retrouvera sur ma chaîne pour la rentrée. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne chance à tous. Je suis devenu trop bruyant, trop imposant. Il est temps de retourner dans les ténèbres. Après tout ce que j'ai perdu. Rose, Martha, Luna, Amy et Gallifrey. Je suis sûr d'une seule chose, une seule. Je veux pas m'en aller, car je suis aussi un habitant. Je suis le dernier enfant de Gallifrey. Je suis le docteur. Et salut à toutes et à tous, c'est la Vigilante, donc bienvenue pour l'épisode 13 donc, de l'été des super-héros. Épisode un peu particulier cette fois, donc, puisqu'il sera en deux parties. Donc la première où je vais vous parler vraiment donc, du personnage et de la série donc Doctor Who. Donc première partie, je vais faire un peu un récapitulatif sur la série en entière. Enfin, plus celle de 2005 que celle de 1963. Je vais parler du nombre de docteurs qu'il y a eu. Et ensuite, on parlera donc de l'épisode 1 de la saison 8, donc Deep Breath, donc qui a été diffusé la semaine dernière sur la BBC. Et donc voilà, donc allons-y. Doctor Who est une série télévisée britannique de science-fiction créée à l'origine par Sydney Newman et Donald Wilson et a été diffusée depuis le 23 novembre 1963 sur la BBC One. Donc alors, elle raconte les aventures d'un extraterrestre d'apparence humaine, donc le Docteur, qui voyage dans le temps et dans l'espace, à bord d'un vaisseau spatial, et qui ressemble à une cabine de police téléphonique bleue, comme on peut le voir ici même, qui s'appelle le TARDIS, ce qui signifie temps, euh, temps et relativité dimensionnelle interspatiale. Time and Relative Dimension in Space, autrement dit en anglais. Lorsque le docteur est mortellement blessé, il peut échapper à la mort en régénérant son apparence. Dans une certaine mesure, donc il change d'apparence et dans une certaine mesure de personnalité, mais tout en conservant ses souvenirs. Après 26 saisons, la BBC décide d'annuler la série pour cause de baisse d'audience dans l'intérêt du public. Dans l'espoir de la redémarrer, la BBC produit avec la Fox un téléfilm en 1986, mais il est relativement oubliable, hein. En 2003, la BBC annonce que la série serait donc une nouvelle série Doctor Who serait produite par Russell T Davies et Julie Garner avec comme nouveau docteur Christopher Eccleston, qui est donc le neuvième personnage à interpréter le docteur. Donc la seconde série connaît en 2005 une régénération, si je peux m'exprimer ainsi, puisque elle correspond à la fois à la suite de la première série, mais dans le même temps c'est un reboot, donc elle peut être vue tout en n'ayant pas vu les 26 premières saisons qui ont commencé en 63. Christopher Eccleston est donc annoncé comme le nouveau docteur, celui-là, alias Malekith le maudit dans Thor 2. Et donc le truc c'est que elle compte 8 saisons et peut être vue, comme je dis, sans avoir vu forcément l'ancienne série. Avec une diffusion dans de nombreux pays, notamment la France,
Doctor Who est la plus longue série de science-fiction du monde. C'est une série juste fantastique. Enfin, moi je trouve ça que c'est juste brillant quoi. Une série comme ça qui. Donc la série originale compte 679 épisodes de 26 minutes, dont 255 en noir et blanc, et 15 épisodes de 45 minutes et un épisode de 90 minutes, qui sont considérés comme un tout. Et les deux séries comptent à elles seules 800 épisodes, ce qui est juste fantastique. Moi je trouve ça énorme. En France, la série est diffusée sous le titre Doctor Who à partir de du 12 mars 1989 sur TF1. Et cette dernière a commencé en France avec la diffusion à partir du quatrième Docteur, Tom Baker. Ce qui est un peu con au passage, mais bon. Et donc la seconde série, elle, est diffusée sur France 4 depuis son retour en 2005 avec Eccleston. Doctor Who propose chaque année depuis son retour en 2005 un épisode à Noël. Un épisode plus long que la normale. Et en gros, c'est un épisode basé sur Noël, sur le thème de Noël. Le premier épisode de la saison 1, c'est l'invasion de Noël. Ensuite, il y a le mariage de Noël, croisière autour de la Terre, cyber-Noël, le Noël des fantômes passés, le docteur, la veuve et la forêt de Noël, la dame de glace et l'heure du docteur, qui est la fin de l'ère Matt Smith. Ces épisodes durent en règle générale entre 60 et 72 minutes. Et en 2009, il n'y a pas eu un seul épisode spécial, mais 4. Planète morte, la conquête de Mars, et sans doute le meilleur épisode du monde, la prophétie de Noël. La prophétie de Noël, c'est en fait là où le docteur passe donc de David Tennant à Matt Smith. Et dans l'absolu, c'est super bien parce que c'est un changement de docteur, une régénération, tout ça. Et le truc, c'est que la dernière phrase que Matt Smith, que David Tennant dit, elle est juste tellement magique et elle te fait limite de la peine. T'as limite de la peine de le voir partir, sans doute parce que c'est l'un des docteurs les plus populaires, mais surtout parce que il le dit d'une telle façon, t'as limite l'impression qu'il va pleurer en fait. Et c'est juste énorme quoi. Mais la prophétie de Noël, c'est l'épisode ultime pour moi quoi. Il est en deux parties, qui font 60 minutes chacun, donc ça fait un épisode de 2 heures je crois. Et il est juste énorme quoi. Moi perso je le trouve juste énorme. Donc non franchement la prophétie de Noël c'est un épisode que je ne peux que vous conseiller, mais pour ça il faut avoir vu saison 1, 2, 3 et 4 forcément. Hein, sinon ça ne marche point. Donc ça c'est fait. Ah oui j'ai oublié de dire aussi, donc dans chaque saison, ils se font souvent ils aiment bien mettre un fil rouge. Et le truc c'est que dans ce fil rouge en fait, c'est que chaque saison enfin ça se voit moins dans les saisons 1 à 4 je trouve, mais dans les saisons 5 à 6 ça se voit. Et le truc c'est que, enfin dans les saisons 5 à 7 même, et le truc c'est que tu dois surtout pas. En fait, sur certains épisodes, ils n'ont pas spécialement de rapport avec le fil rouge, mais certains épisodes, si tu clignes des yeux 5 minutes, t'es foutu. T'es foutu parce que au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tout est lié. Et si t'as manqué ne serait-ce qu'une fraction de révélation, c'est foutu. Donc il faut surtout pas cligner des yeux un seul épisode. Donc voilà. Mais on a assez parlé de la série en général, je vais vous parler maintenant plus en profondeur du personnage du docteur. Alors, le docteur était au départ un personnage enveloppé de mystère, et son histoire s'est construite et a beaucoup évolué au fur et à mesure de la série. Dans les premiers épisodes, on savait que c'était un savant excentrique avec une grande intelligence qui combattait les injustices de ses voyages dans l'espace et le temps. Le docteur est ensuite en fait révélé comme étant un seigneur du temps, originaire d'une planète extraterrestre appelée Gallifrey, qui a subi un destin similaire à celui de Krypton, on peut le dire. Ça veut dire qu'elle a explosé.
tout simplement. Et sa nature extraterrestre a été progressivement révélée au fur et à mesure de l'évolution de la série. Ça a été ensuite étoffé par les scénaristes. On apprend par exemple dans la première série, dans la première saison et la seconde série, donc la saison celle-là en fait, voilà. On apprend que le Docteur a deux cœurs, une autre particularité des Seigneurs du Temps, et que le Docteur peut, quand il meurt, ressusciter sous une autre apparence avec un autre physique. À la base, anecdote intéressante, cette faculté a été introduite par les scénaristes lors du départ de William Hartnell en 66, premier Docteur de la série, afin de pouvoir perpétuer la série en changeant d'acteur principal en fait. Et donc c'est comme ça que ils ont pu changer de docteur au fur et à mesure que le docteur changeait. Dans l'épisode donc Deadly Assassin, il est dit qu'un seigneur du temps peut se régénérer 12 fois et donc avoir 13 corps différents. Donc alors, dans les différents docteurs, euh, alors je pourrais pas tous vous les montrer parce que donc suite à des problèmes de logiciel de montage, j'y arriverai pas. Je pourrais vous montrer que du 9 au 11e docteur. Peut-être accessoirement le 12e. Donc le premier docteur a été joué par William Hartnell, donc de 63 de 63 à 66. On a ensuite eu le droit à Patrick Trugoff, donc de 66 à 69. On a ensuite eu John P. de 70 à 73, à 74. On a ensuite eu Tom Baker, donc le grand quatrième docteur, donc avec qui la série a commencé sur TF1 de 74 à 81. On a ensuite eu Peter Davidson de 81 à 84. On a ensuite eu Colin Baker de 64 à 66, donc qui était le sixième docteur. Le septième docteur, lui, a été joué par Sylvester McCoy, qui a joué de 87 à 89 et aussi en 96. Et en plus, il a été doublé par Pierre Attet, que les fans de la série Arkham connaissent souvent. On a ensuite eu Paul McGann en 96, donc qui lui était docteur dans le téléfilm, il me semble. Et je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est Sylvester McCoy qui joue également un des Hobbits. Enfin, un des nains dans The Hobbit. Mais c'est à confirmer. Donc ensuite, on a le neuvième docteur, alias Christopher Eccleston. On a ensuite eu le très très célèbre et populaire dixième docteur David Tennant, qui est juste monstrueux. Pour moi, c'est l'un des... c'est- Vous savez, je répète souvent dans mes vidéos que si je pouvais être un personnage de fiction, enfin de comics, je serais Constantine. Si je pouvais être un personnage de fiction, je pense que je serais le dixième docteur. C'est juste énorme comme personnage. C'est l'un des... C'est si ce n'est la meilleure incarnation du docteur. Et on a ensuite eu Matt Smith, onzième docteur. On a également eu le rôle de John Hurt. Donc John Hurt qui était un des docteurs, donc le War Doctor en fait, dans l'épisode spécial 50 ans. Et on a le dernier docteur en date, Peter Capaldi, qui est le dernier docteur en date. D'ailleurs c'est marrant parce que sur Wikipédia ils ont déjà son doubleur français en fait. Et je crois pas encore que la série ait été doublée, mais ça a confirmé, vu que la saison 8 vient de commencer. Ensuite, peut-être à l'épisode de... Ouais, à l'épisode... Merde. L'épisode... Ah putain. L'épisode spécial Noël, l'heure du docteur, qui en fait est un final de ouf, quoi. Il est aussi bon que la prophétie de Noël. Donc, voilà, voilà. On va ensuite parler maintenant d'un autre point extrêmement important dans l'univers du docteur, qui sont ses compagnons. Alors, la première compagne du docteur dans la nouvelle série, c'est Rose Tyler. Donc, la jeune demoiselle blonde. Rose Tyler, qui est en fait l'une des compagnes, je dirais, les plus marquantes du Docteur. Si ce n'est, pas trop encore avec Eccleston, mais avec Tennant, il y a une telle complicité que ça en devient énorme, quoi. Puis ça se voit quand même, que même si le docteur le montre pas spécialement, il est quand même très attaché à elle, et ça se voit vraiment bien dans le final de la saison 2, où là c'est un déchirement total. Donc voilà, donc Rose Tyler a été la première compagne donc, du docteur depuis la série 2000, de 2005 en fait. Ah, il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais bon, je vais pas tous les citer.
Surtout que je me souviens que de la petite fille, en fait, du premier docteur, donc William Hartnell. Et donc voilà, donc Rose Tyler a été l'une des compagnes les plus importantes du docteur. On a aussi eu on a aussi eu droit dans la saison 1 au capitaine Jack Harkness. On a ensuite eu Martha. Martha qui a été, comment dire, une compagne bouche-trou en fait. C'est-à-dire que, comment dire, c'est la moins appréciée des fans déjà. Et en fait, on l'a vu qu'une seule saison. Et on l'a plus jamais revue après. Je crois qu'elle fait des apparitions dans Torchwood, qui est un spin-off de Doctor Who, mais j'ai vraiment un doute. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Torchwood est un anagramme de Doctor Who. On a ensuite eu Donna Noble qui est aussi apparu qu'une seule saison, mais qui à la différence avait déjà fait une apparition dans son épisode de Noël, le mariage de Noël. Donc voilà, déjà plus intéressante que Martha, qui a un caractère bien plus trempé, donc voilà, mais c'est une compagne, je dirais, peut-être, il y a moins d'interaction qu'avec Rose, enfin il y a pas autant de sentiments, mais c'est aussi bien, c'est aussi bien. Du coup, tout le long de la série, il répète non, non, on n'est pas ensemble, tout ça, donc ça m'a beaucoup fait rire. On a ensuite eu donc Amy Pound et son mari Rory Williams, qui sont les nouveaux compagnons du Docteur pour à partir de la saison 5. Amy Pound qui est autrement connue sous le nom de la fille qui attendait, car il a rencontré le nouveau Docteur dont Matt Smith a rencontré Amy à l'âge de 9 ans. Il lui avait dit qu'il revenait dans 5 minutes et il est revenu 12 ans plus tard. Donc voilà, il y a également une mise en avant d'un personnage plutôt énigmatique dans la série qui est le docteur Riversong. Je n'en parlerai pas plus, mais qui est important pour l'histoire et que donc Amy est aussi, je dirais, importante que Rose, à ceci près qu'ils n'ont pas de sentiments l'un pour l'autre, mais qu'elle considère plus le docteur comme son meilleur ami imaginaire au début de la série. Et on a ensuite le droit à une nouvelle compagne, Clara, Clara Oswald, connue sous le pseudonyme de The Impossible Girl, donc la fille impossible. Je ne dirai pas pourquoi parce que ça sera spoilé, mais c'est un des personnages les plus énormes à mon sens de la mythologie de Doctor Who. Ça a été une des compagnes, je pense, qui était le plus travaillée. Le truc, c'est que c'est sans doute pour moi la plus belle des compagnes que le Docteur ait eu. Hein, si je devais faire un classement, ça serait Clara, Amy, Rose, et c'est tout. Hein, ça serait mon top 3. Donc voilà. Donc la série de 2005 met en scène un gros événement scénaristique qui est donc la destruction de Gallifrey. Enfin, du moins, la nouvelle série à partir de 2005 met en scène, enfin, pas en scène, mais nous parle souvent d'un gros événement, donc la destruction de Gallifrey et la destruction de la race des Seigneurs du Temps. Enfin, du moins un gros événement scénaristique qui sera bien mis en scène dans l'épisode 50 ans, que je ne peux que vous conseiller. Épisode où il y a deux docteurs pour une fois interprétés par les deux plus majestueux, donc Matt Smith et David Tennant. Petit point que j'ai trouvé marrant, c'est que le docteur a tout le temps, enfin du moins les deux docteurs qui ont perduré, ils ont costard cravate. Et qu'à hein. Eccleston, il avait pas de costard cravate, on a tous vu ce qui lui est arrivé, il a fait qu'une seule saison. Hein. Tennant et Matt Smith, costard. Ah, ils ont fait 3 saisons chacun. Hein. Ah bah ouais. Ah bah c'est ça, c'est ce petit côté anglais qui est bien mis en place dans cette série que je trouve juste énorme. Et ça se ressent pas trop, même si la production a été délocalisée aux États-Unis depuis la saison 6, il me semble. Mais ça se ressent pas trop, il y a toujours ce petit côté fringant anglais, donc non, moi j'apprécie. J'apprécie. Donc, déjà, pourquoi Doctor Who marche aussi bien? C'est que, c'est que la série au début, c'était un phénomène relativement obscur. Il faut savoir que en Angleterre, il y a la reine. Il y a la reine à ce niveau-là, il y a le thé à ce niveau-là, et il y a Doctor Who à ce niveau-là, tu vois. C'est l'un des piliers de la culture anglaise.
Et si Doctor Who marche aussi bien, bah, c'est notamment grâce à ce petit côté un peu décalé, un peu kitsch sur les monstres. Bah, y a qu'à voir les pires ennemis du Docteur, qui sont donc les Daleks, qui ressemblent à des espèces de mini-tanks, quoi. Puis, voilà, c'est vraiment ce petit côté kitsch de science-fiction des années 60, parce qu'il faut savoir qu'aussi Doctor Who, à la base, ça a été comme une réponse à à une autre série de science-fiction qui s'appelait La Quatrième Dimension, alias Twilight Zone, en VO. Donc voilà, mais Doctor Who a su garder son amour du kitsch et ce côté anglais qui est juste énorme. Et pour moi, ça reste l'une des meilleures séries de science-fiction du monde, si ce n'est la meilleure. Et je remercie fortement donc la personne qui me l'a fait découvrir. Elle se reconnaîtra de toute façon, elle se reconnaîtra sûrement. Et voilà. Donc quant à moi, c'est tout pour le personnage du Docteur. Je vous donne rendez-vous donc dans on va dire une vingtaine de secondes, le temps de certains de laisser quitter la vidéo pour la critique de l'épisode 1 saison 8.